C'est OK. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce webinaire autour des incontournables plans de formation 2026. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis accompagné de Monsieur Dumont et de Madame Barrière. Nous sommes ensemble pour à peu près 40-45 minutes et nous allons discuter des plans de formation 2026, même si l'année est déjà bien entamée et que ces plans sont déjà en voie de finalisation. C'est un webinaire qui va se dérouler en 4 parties. Une première partie autour des grandes orientations 2026, sans forcément rentrer dans les thématiques, mais plutôt dans des modalités. Nous aurons ensuite un regard croisé entre du coup la vision territoriale et nationale de Monsieur Dumont et la vision au sein d'un établissement de santé de Madame Barrière. Et puis on rediscutera un petit peu du rôle de l'OPCO et de l'OPCA dans la montée en compétences des professionnels de santé et comment l'ANFH mobilise des dispositifs pour les plans de formation 2026. Et je vous partagerai ensuite les tendances 2026, les formations incontournables qu'on a collectées nous auprès des responsables de formation et qui permettent de dresser un panorama des priorités pour l'année prochaine. Et nous aurons ensuite un petit peu de temps pour parler de l'organisation du plan de formation au centre hospitalier de Guéret, où Madame Barrière nous a préparé et communiqué des chiffres hyper intéressants. Je suis donc Guillaume Maquinet, le directeur, le cofondateur de Simongo et également le gérant d'Europe Management Santé. Et donc, je suis accompagné de Madame Barrière. Vous êtes cadre supérieur de santé en pédiatrie et responsable également de la formation continue au centre hospitalier de Guéret. Vous avez une double compétence qui est assez unique et j'imagine très complémentaire pour préparer les plans de formation. Quelques mots sur l'hôpital de Guéret, donc, qui est sur le GHT du Limousin. Vous avez un effectif de à peu près 1000 agents, dont 85 médecins. C'est cela. Je suis aussi accompagné de Monsieur Dumont. Est-ce qu'il faut encore vous présenter, Monsieur Dumont? Mais je vais quand même le faire. Vous êtes directeur d'hôpital, vous avez été DRH de plusieurs établissements, et puis vous avez rejoint l'ANFH, institution pour laquelle vous avez contribué à son rayonnement et à son développement au niveau national, en étant dans l'innovation et dans la recherche de nouvelles thématiques. Vous êtes le délégué régional de l'ANFH PACA. Pour rappeler, l'ANFH, c'est donc euh, l'organisme qui collecte à peu près 98% des fonds de formation des établissements publics. Voilà, n'hésitez pas à me corriger ou à repréciser certains éléments si j'en ai oublié. Mais je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais m'adresser d'abord à Monsieur Dumont pour vous demander un peu, avec votre regard justement, comme ça, au niveau régional, au niveau national, qu'est-ce que vous observez dans les grandes tendances pour l'année 2026, sans forcément rentrer dans les thématiques précises? Est-ce que vous observez des formations plutôt longues, plutôt courtes, plutôt professionnalisantes? Est-ce que le numérique prend de plus en plus de place? Voilà, je serais curieux d'avoir votre avis sur ce qui se prépare pour l'année prochaine. Très bien, merci. Alors, j'ai envie de dire, les plans de formation, bizarrement, et j'étais en séminaire avec l'ensemble des établissements la semaine dernière, en tout cas de ma région, on se rend compte qu'il y a une très grande inertie, en fait, dans les plans de formation et une forme de reproduction. Alors, on a des nouveautés, bien évidemment, et des grandes tendances. On a un effet mode sur l'IA, où tout le monde veut de l'IA, avec, pour moi, de vrais dangers, d'ailleurs, c'est de former tout le monde sur l'IA sans que l'établissement ait fait ses choix stratégiques. Et donc, on a une demande personnelle, et je vais employer le mot demande, parce que pour moi, il y a un peu une différence entre les demandes et les besoins. Et je pense que si on veut que les demandes répondent, ou en tout cas deviennent en adéquation avec les besoins, ça veut dire qu'il y a aussi une vraie réflexion stratégique au sein des établissements sur c'est quoi le besoin demain de mon institution par rapport à un certain nombre d'évolutions. Et ce n'est pas que de la demande qui, en général, remonte par les entretiens de formation et qui, alors certes, les gens connaissent extrêmement bien leur métier, mais peuvent avoir comme ça une vision et avec toutes les
j'ai envie de dire, les biais qu'il peut y avoir derrière sur un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, les grandes tendances, alors si on est au niveau des agents, on est vraiment sur, par nature, la compétence, avec bon, des réformes en cours et des réformes qui continuent. Je pense à l'actualisation des connaissances des aides-soignants, là aussi avec des modalités pratiques à prendre en compte, vu les volumes qu'on a à traiter. Parce qu'en fait, le plan de formation, c'est toujours ce difficile équilibre entre former de la masse et en même temps arriver à mettre de l'expertise sur un certain nombre d'agents pour internaliser de la compétence au sein des établissements. Et c'est ce dilemme qui est en permanence au sein des établissements, entre d'ailleurs même l'organisation du plan de formation. Est-ce qu'on délègue au pôle? Est-ce qu'on a de la formation institutionnelle? Et qu'est-ce qu'on met dans les formations institutionnelles et qu'est-ce qu'on laisse au pôle en fonction des différents projets? Donc, mais on ne coupe pas au mode actuel. Donc, au niveau des institutions, on a tout ce qui va être de la mutualisation, notamment à travers la réforme des GT-SMS, avec l'inquiétude qui va derrière, mais qui pose la question de la mutualisation d'un certain nombre d'activités, ou en tout cas de compétences au sein d'un territoire. Et je pense que cette approche territoriale, elle commence vraiment. Alors les GHT ont presque 10 ans. Je ne sais pas pour Guéret, qui a un énorme GHT, puisque c'est toute l'ancienne région Limousin, quel est le degré d'intégration et de partage sur un plan de formation. On commence à le faire, nous, sur des territoires bien identifiés et sur lesquels on arrive à trouver une vraie synergie collective entre alors, ce que je vais appeler souvent des ex-hôpitaux locaux, qui sont devenus des hôpitaux de proximité pour certains, des EHPAD associés. Et là, on arrive à avoir de la synergie territoriale. C'est vrai chez nous, par exemple, sur les territoires montagneux. C'est beaucoup moins vrai dès qu'on a des très gros établissements, et notamment sur le littoral. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des grosses demandes, notamment sur l'IA. Tout le monde veut en faire tous les matins. Et moi, j'y vois plus de risques que de solutions si ce n'est pas bien traité dans un établissement en posant de la stratégie, mais ce serait vrai sur à peu près tous les sujets. Merci pour cette réponse. J'ai une ou deux questions qui me viennent en tête. Vous avez parlé des besoins de formation qui sont exprimés par les agents et ensuite de la nécessité d'inscrire aussi des actions d'un point de vue institutionnel. Est-ce que vous arrivez à quantifier, ou peut-être que Madame Barrière aussi pourra nous répondre, est-ce que les plans de formation sont construits majoritairement en fonction des besoins des agents, avec une forme de reconduction, ou est-ce que on arrive quand même à faire passer des projets d'établissement ou des projets de soins dans les plans de formation d'année en année? Je ne sais pas pour Guéret, nous, ce qu'on constate, c'est que ce que je vais appeler l'institutionnel est souvent à peu près la moitié du plan de formation, l'autre moitié étant déléguée au pôle. Sachant que dans le pôle, à partir de là, on a une vision, alors là aussi avec des modalités managériales très différentes, qui peut être un saupoudrage pour répondre, j'ai envie de dire, à la demande de tous, ou qui va être à un moment donné sur justement un projet de soins ou un projet médical. Souvent, hein, pour avoir eu la discussion avec beaucoup d'établissements, je pense que le projet médical et le projet de soins, quand ils représentent 15% d'un plan de formation, on a à peu près tout dit. Parce que pour le reste, on est sur de la formation qui se renouvelle, parce qu'il y a des besoins permanents sur un certain nombre d'agents. Donc, certes, le projet médical et le projet médico-soignant est extrêmement important, mais il impacte au fond assez peu relativement à la masse les plans de formation. En tout cas, c'est ce qu'on constate, nous, quand on balaye l'ensemble des plans de formation. Alors, peut-être Madame Guéret, un éclairage sur Madame Barrière, excusez-moi, un éclairage sur un appui sur votre établissement. Est-ce que chaque année vous repensez le plan en fonction des objectifs institutionnels, ou est-ce qu'il y a une forme de continuité par rapport au plan de formation précédent? Alors il y a obligatoirement une continuité, c'est un plan qui est pluriannuel parce qu'on ne peut pas développer tous les axes de formation sur, la même année de façon, égalitaire. Donc il y a forcément des axes qui se reconduisent d'une année sur l'autre, avec cependant, je dirais, des nouvelles actions de formation qui sont issues de l'actualité de l'établissement. Comme là, effectivement, nous sommes en phase de visite de certification, donc il y a pas mal de formations qui sont axées pour la certification de l'établissement.
Et puis, s'il y a eu la survenue d'événements indésirables graves ou autres, qui nécessitent derrière d'avoir des formations pour, des professionnels d'une unité en particulier. Donc effectivement, le plan de formation est vivant. Il y a une base qui est établie, mais derrière, je dirais, il y a une nécessaire adaptation, je dirais, à la vie de l'établissement et aux besoins de l'établissement et des agents, bien sûr. D'accord. Et est-ce que, c'est vrai on a observé dans les chiffres aussi que l'ANFH avait publié, il y avait eu à un moment donné un énorme rattrapage sur, les études promotionnelles et les formations un peu longues. Est-ce que c'est une tendance qui se confirme encore là, pour 2026? Alors, en fait, on a eu aujourd'hui les études promotionnelles, hein, mais c'est assez constant, c'est à peu près à 56% de nos dépenses. La NFH, pour faire simple, c'est 1 million d'agents couverts, c'est 1 million de départs en formation, et c'est 1 milliard de collecte. Sur ce milliard, 560 millions partent aux études promotionnelles, ce qui est énorme, et en même temps, donc, ce sont des formations longues. En fait, on a eu un gros gap après le Covid, puisqu'on dépensait peu les formations courtes et beaucoup sont allés sur des études promotionnelles qui étaient liées aussi à tous les enjeux d'attractivité et de fidélisation. Ce qui fait qu'on est passé de 17 000 à peu près à études promo par an. Sur ces 17 000 sont tous les gens qui sont en études promo et on est à peu près sur 7 000 nouvelles entrées. On est passé de 17 000, 17 500 à un peu plus de 20 000. Pour l'instant, on garde cette dynamique-là. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester. Elle est aussi très liée au renouvellement générationnel qu'on peut avoir dans les établissements et elle pèse énormément sur les plans de formation. Et c'est là aussi, je parlais tout à l'heure d'équilibre, ce difficile équilibre entre les formations courtes, l'adaptation à l'emploi, les projets dont parlait Mme Barrière, les besoins de court terme, mais parfois de moyen ou de long terme, et puis cet ascenseur social qui est la marque de fabrique quand même des établissements de la fonction publique hospitalière sur les études promotionnelles. Avec là aussi une autre vision qui est, ça fonctionne bien sur le monde soignant, c'est plus compliqué sur les autres filières d'aller vers de la professionnalisation et de la certification. Ce qui est d'ailleurs une vraie question pour nous, NFH, de créer des parcours métiers pour avoir, j'ai envie de dire, à peu près la même vision et le même ADN qui s'installe sur les autres filières que les soignantes, sur lesquelles là, on a un passif extrêmement fort. Et pour avoir ressorti les chiffres la semaine dernière, historiquement, je vais parler du siècle dernier, mais dans le décret de 1990, on devait consacrer 2,1% à la formation, dont la moitié aux études promotionnelles, enfin 1,1 pour être très honnête. Le décret de 2008 a fait sauter toutes ces notions-là. Et aujourd'hui, quand on sort les chiffres, 50% des plans de formation en charge sont consacrés aux études promotionnelles. Quand je parlais d'inertie, on se rend bien compte qu'on est toujours dans ce même type d'équilibre entre l'ascenseur social d'un côté et la formation qui, elle, répond à bien d'autres besoins dans les plans de formation annuels des établissements. Merci pour ces précisions. Peut-être on parle aussi un peu des nouvelles façons de dispenser ces formations. Est-ce que dans vos plans, vous observez une accélération des formations numériques ou peut-être sur d'autres formats un peu plus digitaux, Madame Barrière? Oui, effectivement, on a une augmentation des formations qui sont en e-learning ou en classe virtuelle. C'est une demande aussi, de la nouvelle génération, je dirais, des professionnels, qui sont beaucoup plus tournés vers le numérique. Et c'est vrai qu'on est passé entre 2022 où les classes virtuelles, on était sur 1,6 donc moins de 2. En 2024, on était à plus de 10. Donc on a un vrai essor, de ce type de formation, actuellement. Tout ce qui est distanciel, c'est privilégié par les agents. D'accord. Et comment vous justifiez ça, Madame Barrière? Est-ce que c'est plutôt des demandes qui proviennent des agents eux-mêmes? Est-ce qu'ils plébiscitent ce mode d'apprentissage? Ou est-ce que c'est l'établissement qui peut-être pousse aussi des dispositifs numériques? Alors, c'est une demande des professionnels, ça c'est certain. Et au niveau de l'établissement, non, non, il n'y a pas de frein ou de demande particulière. C'est vraiment aller vers, plus d'attractivité, pour les professionnels, leur permettre d'accéder plus aux formations et le fait qu'on soit en e-learning ou en distanciel,
Permet aussi de faire plus de formations puisqu'il y a moins de coûts sur, les déplacements. Donc c'est un gain aussi pour les professionnels et quel que soit le Ah, et je pense qu'on a, perdu madame Barrière, hein. Mais, peut-être monsieur Dumont si, vous avez, la possibilité de nous prendre un peu le relais. Comment la Oui, oui. LFH, envisage un peu ces formations ce format Alors, hybride ou, ces formations un peu mixtes, présentielles et distancielles? moi, je ferai un peu le distinguo entre les deux, c'est-à-dire que il y a une vraie demande de distanciel pour des raisons multiples, et Madame Barrière en a parlé, c'est-à-dire frais de déplacement, etc. Et puis, et alors là, la demande est très grande et qui pose des questions, mais alors là, j'ai envie de dire, c'est presque les suites du Covid, où on a appris le webinaire, etc. Et puis, il y a le e-learning avec ce que je vais appeler la digitalisation, qui là est encore pour moi un autre sujet. Et qui nous pose encore un certain nombre de soucis. Alors nous, on a une plateforme qui est très peu alimentée, et alors qui pose deux soucis. Un que nous, on ne sait pas bien gérer, qui est la partie juridique et économique, sur comment on inscrit les agents massivement, etc., alors qu'on a des vrais besoins, et en plus avec des supports qui répondent extrêmement bien à ce genre de besoins. Dernièrement, je pourrais parler d'un e-learning qu'on a sur les violences sexistes et sexuelles, par exemple, et où moi j'ai un établissement de plus de 10 000 agents qui a eu un souci au tribunal avec un médecin qui dit il faut former tout le monde. Après, c'est les modalités, comment forme-t-on tout le monde? Et puis, ce vieil adage où on veut à tout prix suivre administrativement et financièrement à tous les agents, alors qu'on a de plus en plus de petits modules de 20-30 minutes sur un certain nombre d'éléments et qui sont tout à fait adaptés à certains sujets et sur lesquels, là, on a encore du mal à emmener des grandes masses sur ces questions. Donc oui, il y a une demande de distanciel, mais je trouve que sur la digitalisation, on a encore d'énormes efforts à faire. Nous, on a refait des outils qui nous appartenaient, je pense à eMultiplus, mais sur le déploiement et sur comment on intègre ça dans une journée de travail, comment on fait un certain nombre de choses, ça reste encore, je trouve, assez balbutiant, même si ça augmente. Mais aujourd'hui, sur en tout cas un certain nombre de thématiques, parce que la question qui se pose, c'est toujours pour quelle thématique et pour quel public. Il y a des publics avec qui c'est facile et d'autres avec qui ça l'est moins. Et ça, c'est une question qu'on devrait se poser systématiquement et qu'on a encore du mal, je trouve, et en tout cas, on a un grand chemin encore à parcourir. Ouais, et nous on observe, c'est vrai qu'il y a des disparités extrêmement fortes, en tout cas des modes de déploiement du numérique qui sont très différents entre des établissements et il y en a qui, ont, du matériel informatique, d'autres non, d'autres qui, vont laisser les agents utiliser parfois leur matériel personnel pour se former, d'autres qui, consacrent pas toujours, ce temps de formation sur du temps professionnel et qui, estiment que l'agent aussi, doit participer, à sa propre montée en charge de compétences. Donc on voit quand même qu'il y a, peut-être, une structuration nécessaire, en tout cas sur, le mode de déploiement du e-learning et du distanciel versus des formations assez classiques en présentiel où on était sur un mode d'inscription assez simple, de consacrer du temps sur un moment professionnel et après, d'avoir une attestation qui, reflétait finalement le temps que l'agent avait passé sur ce dispositif-là. Madame Barrière, comment, l'hôpital de Guéret, déploie le numérique aujourd'hui et peut-être, aussi on pourra faire un petit tour sur vos chiffres, concernant le plan de formation. Je pense que ça va intéresser, les participants. Alors le numérique est développé, progressivement. Donc vous voyez qu'on a une montée en puissance du distanciel comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et sinon le numérique, il a pour finalité effectivement de moderniser un peu les formations qui sont proposées, de répondre aux attentes, des nouveaux professionnels et généralement on a aussi une forte, heu
présence de l'encadrement sur ces formations-là, où on peut également avoir, des matinées ou des après-midi qui sont consacrés spécifiquement pour les professionnels, où le cadre va faire une réunion, de service et profiter du reste de la matinée ou de l'après-midi pour faire un temps de formation sur des salles, que nous avons réservées à cet effet. Ce qui permet, je dirais, pour les agents, pour les professionnels de venir effectivement sur une réunion, un temps de réunion, mais également de compléter cette matinée ou cet après-midi par un temps de formation. C'est ce qui permet d'avoir plus de professionnels qui viennent aux réunions de service et d'avoir la possibilité de, pouvoir faire former les agents sur un temps précis. Parce que sinon on a vu que si on les laissait libres de faire leur formation, quand ils le souhaitent, on a un taux de participation qui est beaucoup moins important. D'accord. Effectivement, là, vous mettez, je pense, l'accent sur un risque qui est lié aux formations numériques, c'est cette liberté d'accès, cette liberté d'usage, hein, Mmh. qui fait qu'on espère que les agents vont, se former par eux-mêmes ou vont se saisir, cette opportunité et nous, on observe aussi, que, c'est, assez peu le cas, hein, que il faut, imposer ou peut-être que c'est pas le mot qui convient, mais suggérer fortement une formation, à l'agent et qu'il faut en tout cas, lui réserver un temps, un créneau pour qu'il puisse effectuer cette formation. Sinon, sur la bonne volonté, en fait, ils ne le font pas. Hem, Peut-être, il y avait quelques chiffres aussi qui étaient intéressants, madame Barrière, sur, l'évolution, dans vos plans de formation. Marie, si tu peux revenir sur la slide. On voit quand même que, bon, mécaniquement, il a été un peu plus difficile d'envoyer des agents en inter lors du covid, mais que finalement, l'intra diminue sur, ces dernières années, en tout cas dans votre, hôpital. Les classes virtuelles montent fortement, le distanciel aussi. Comment vous l'expliquez ça justement, ces évolutions de chiffres? Elle a des difficultés assez importantes pour envoyer les agents en formation dans le cadre de l'intra, du fait des effectifs qui peuvent être restreints ou de l'absentisme ou autre. Je me retrouve quelquefois avec des actions de formation qui ont un effectif insuffisant pour mettre en place, la formation, ce qui n'est pas le cas du tout lorsqu'on est sur des classes virtuelles ou du distanciel, où là, je dirais, les agents peuvent se connecter même, du domicile s'ils le souhaitent ou autre. Donc c'est pour ça que l'intra diminue en ce sens-là, où le regroupement des agents intra-service ou intra-établissement est un peu plus complexe actuellement. D'accord. Monsieur Dumont, ce sont des tendances que vous observez aussi sur votre délégation au niveau national? Sur le constat que c'est de plus en plus difficile de réunir des groupes, c'est une évidence. C'est-à-dire que tout le monde est très partant au départ, et puis le jour J, donc parfois on est obligé de maintenir des groupes avec des effectifs extrêmement bas, à 4, 5, ce qui pose des questions d'ailleurs sur la dynamique pédagogique. Mais oui, le planning reste un élément extrêmement compliqué. Quand on est sur de la formation, encore une fois, qui le permet en distanciel, c'est le cas, nous, sur des FAE ou ce genre de choses. Par nature, les agents n'ont pas envie de venir et préfèrent le faire en distanciel. Même si je peux aussi avoir une certaine difficulté à penser que 7 heures derrière un écran à écouter un formateur, ça me paraît extrêmement compliqué. Donc, on est souvent sur le regard par défaut, plus que dans une vision extrêmement forte. Donc, oui, on a les mêmes soucis sur l'inter. Là, c'est très variable selon les établissements. Certains ont une vraie histoire. Ça dépend aussi de son éloignement par rapport à un certain nombre de zones géographiques, parce que l'inter, au fond, est souvent ce qui coûte le plus cher, Mmh. puisqu'on est sur 1 ou 2 agents qui vont loin, et donc, ou en tout cas qui partagent sur un territoire. Donc, c'est des tendances qu'on observe. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est bien arriver à mettre, à intégrer la formation dans un planning et d'en avoir la sécurité jusqu'au jour J, et de laisser partir les agents. Les tensions sont encore plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Et puis on imagine, l'organisation que ça nécessite, d'inscrire des agents et de prévoir les remplacements et ensuite de devoir, s'il y a un nombre de participants qui est trop faible, libérer ces agents-là et à nouveau se retrouver avec des contraintes de planning. Du coup, il y a un peu un travail,
voilà, qu'on aurait effectuées pour rien si la formation était pas maintenue. Nous, c'est vrai qu'on observe aussi, hein, d'un point de vue organisme, qu'il y a de plus en plus d'annulations de formation, quelques jours, parfois avant, ou quelques semaines dans le meilleur des cas, pour un nombre insuffisant d'inscrits. Et on observe ce phénomène-là sur des formations qui sont surtout longues, donc qui dépassent 8 à 10 jours, où je pense que les cadres aussi ont peut-être un peu plus de mal à libérer leurs professionnels. Je propose qu'on rentre dans les thématiques directement. Donc, on a préparé un petit document qu'on vous enverra à la fin du webinaire. On a préparé 8 formations prioritaires pour l'année prochaine. Vous en avez déjà cité quelques-unes. En tout cas, côté Simongo, nous, en fait, on recense aussi les besoins des établissements. Et ce qui arrive en premier l'année prochaine, sans grande surprise, c'est la sensibilisation aux risques cyber. C'est vrai qu'il y a eu un champ déjà exploré aussi par l'ANEFH, hein, qui a un dispositif, vous en parlerez, M. Dumont, sur ce sujet. Mais on voit que c'est devenu une réalité pour beaucoup d'établissements. Il y a 750 établissements qui ont subi une cyberattaque en 2024. C'est un chiffre qui progresse de 21%. Et aujourd'hui, on estime que personne qui est formé, un établissement qui est formé, a 70% de chances de moins de subir une cyberattaque, un établissement dont la personne n'était pas formée. Et dans la grande majorité des cas, ces cyberattaques, elles sont sous la forme de phishing, donc c'est-à-dire du vol ou de la saisie de mots de passe d'identifiants pour rentrer sur le serveur de l'établissement et ensuite commencer progressivement à installer un virus. C'est aussi un critère de certification HAS, donc du nouveau référentiel. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Et pour nous, on estime que c'est une formation qui doit s'adresser à tous les professionnels en lien avec du matériel informatique et qui dispose d'une adresse email pro, pour laquelle il est susceptible du coup d'avoir une perte et un vol d'identifiant. On pense que le e-learning est une bonne façon de sensibiliser ces professionnels et qu'un complément en présentiel peut être effectué pour les services les plus critiques. Monsieur Dumont, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du dispositif que l'ANFH a créé sur ce sujet? Oui, il y a, je sais pas, 5-6 ans maintenant. Alors, il y avait eu des prémices avec une formation sur l'hygiène, les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que sur la cyber, on a travaillé avec des ingénieurs hospitaliers et en même temps avec des structures comme les grades qui sont plutôt en charge de cela dans les régions, et pour permettre justement de dire c'est quoi le besoin dans les hôpitaux. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont faites, que ce soit par l'Agence nationale des systèmes de sécurité informatique ou par les ARS, hein, qui doivent faire des exercices sur les établissements. Mais il y avait un vrai manque. Alors, nous, on a essayé de se mettre un peu dans les trous de ces manques. Alors, certes, pour les informaticiens, avec une sorte d'attaque-défense, mais aussi pour des métiers qui sont ou en amont ou en aval. Et notamment la paye, le bureau des entrées, parce que chaque fois qu'on a des attaques, on se rend compte que certains mettent plus d'1 an à en sortir par rapport à un certain nombre d'éléments. On a perdu les bons vieux réflexes des années 1970 de tout savoir faire en papier, fort heureusement d'ailleurs. Donc, je partage totalement l'avis comme quoi c'est certainement le premier besoin, mais dont tout le monde n'est pas conscient. C'est pour ça que je disais, il y a de la différence entre le besoin et la demande. À côté de ça, je partage aussi totalement l'avis que c'est quelque chose qui doit se faire pour moi totalement digitalisé. D'abord parce que les masses sont immenses, puisque ça concerne quasiment tous les professionnels à l'intérieur d'un établissement. Et puis parce que je trouve que c'est des sujets qui passent bien par du test, du jeu. Il y a aujourd'hui même des solutions qui permettent d'aller chercher chaque individu, de lui poser des questions, etc. Donc, ça fait partie, et c'est toute la difficulté souvent dans les établissements, c'est qu'ils se disent qu'il faut former tout le monde, et pour former tout le monde, ou il me faut 20 ans, ou alors il faut que je trouve des solutions. Et c'est là que pour moi la digitalisation elle a du sens. Alors, ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Madame Barrière tout à l'heure. Ça a du sens et ça fonctionne si on a un vrai rapport de proximité sur l'encadrement de la formation.
quand les cadres sont associés. Moi, je trouve ça excessivement bien, parce que ça oblige aussi l'encadrement à suivre, j'ai envie de dire, l'avancée d'une équipe, etc., sur un sujet, chose qui n'est pas toujours vraie quand quelqu'un part en inter, où l'agent part, il revient. Et alors, en général, on n'oublie pas de lui demander et d'internaliser les compétences acquises. Mais là, il y a un vrai engagement pour moi d'équipe et managériale sur une formation digitalisée et sur ce type de sujet. Et c'est vrai qu'on a une demande très, très forte sur la question. Madame Barrière, vous pensez que sur un sujet comme ça, enfin, comment vous abordez ce sujet-là? Est-ce que vous privilégiez une formation des cadres et ensuite de tout le personnel, ou est-ce que vous pensez qu'il faut sensibiliser d'abord tout le monde et ensuite approfondir un peu en fonction des services ou des points Alors au d'entrée, comme siège de justement Guéret, expliqué? on a commencé par une sensibilisation de l'encadrement, cette année, en 2025, et l'objectif est d'avoir une sensibilisation plus institutionnelle de l'ensemble des professionnels, en 2026. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, l'encadrement a besoin, je dirais, d'avoir une formation peut-être un peu plus précise, puisqu'ils utilisent beaucoup plus, le numérique, mais par contre que tous les professionnels accèdent aux ordinateurs, aux logiciels internes à l'établissement, et qu'ils ont tous besoin, je dirais, d'avoir conscience du danger et des mesures à justement des pièges à éviter. D'accord, donc c'est un peu ce mode de, on informe, les cadres et on réfléchit un peu sur une stratégie aussi peut-être cyber au niveau de l'établissement, et ensuite en deuxième temps, on essaie de former le plus de Oui. personnes possible pour les sensibiliser en fonction de cette stratégie qu'on a établie. Et du coup, j'en viens forcément au deuxième sujet, qui, pour nous, est une remontée aussi forte de les établissements, c'est, les usages de l'intelligence artificielle dans les établissements de santé. Je s Il y a eu un rapport qui est sorti de l'observatoire de l'IA, qui était fait sur le CHU de Nancy, et je sais qu'il y a des, amis du CHU de Nancy qui nous regardent, je les salue, qui montraient, le chiffre était assez édifiant, qu'il y avait eu 400 000 requêtes dans l'établissement juste sur le mois d'août. Donc en plus, c'est un mois qui est quand même assez creux, donc on imagine ce que ça peut être des requêtes dans des mois, un peu plus importants, et que 60 de ces requêtes étaient faites sur ChatGPT, qu'elles provenaient, essentiellement, des médecins et des internes, et que c'était des requêtes qui, dépassaient un petit peu les outils mis à disposition, par les établissements. Donc, on voit que les agents, en fait, se sont saisis de cet outil-là sans forcément qu'il y ait eu une réflexion, une stratégie de déploiement ou un encadrement de ces pratiques. Et donc, nous, en tout cas, la préconisation qu'on ferait, c'est, on voit que les usages sont déjà installés, sont déjà ancrés, qu'il est difficile de les empêcher, en fait, et c'est plutôt, sensibiliser les professionnels aux risques, que, représente, le mésusage de ces outils, ou, savoir faire des requêtes qui soient pertinentes et comprendre aussi les risques qui sont liés aux transmissions des données. Puisque, on peut tout à fait, empêcher, ou accepter, que ces IA génératives, récupèrent les données qui sont injectées. Je crois qu'il y avait aussi, 15 000 requêtes qui avaient été faites juste par les secrétariats médicaux. Donc là, on imagine qu'il y a des données qui sont parfois aussi confidentielles. On estime, nous, qu'il faut, d'abord, former, les cadres, et les médecins, sur ce sujet de, sensibilisation et de comment utiliser correctement l'IA. En séparant les publics, il ne faut pas, je pense, mélanger, ces populations parce qu'ils n'ont pas du tout le même usage de l'IA dans leur quotidien, et que, il faut travailler sur une stratégie de l'IA dans l'établissement et ensuite, travailler sur une modalité pédagogique plutôt en termes de e-learning comme la cybersécurité, où, avec des modules assez courts, on est capable de sensibiliser les agents aux risques, de l'IA. Voilà, je voulais avoir un peu votre retour sur ça, monsieur Dumont, madame Barrière. C'est une thématique, c'est vrai, qui émerge fortement, en tout cas de la part de nos clients. Moi, je veux bien en dire un mot, mais alors, nous, on a un énorme projet depuis 6 ans. On accompagne les structures sur ces questions-là. Un projet qui est en train de s'étendre d'ailleurs sur l'ensemble du territoire national. On a une journée au Sénat lundi prochain sur ces questions-là, d'ailleurs avec le CHU de Nancy. Pour moi, il y a presque 3 sujets là-dedans. Il y a celui que vous venez d'évoquer, qui est extrêmement important, qui sont les risques.
Et puis après, il y a le sujet de, c'est pas gênant qu'à un moment donné, de former tout le monde à faire des prompts, encore faut-il que l'établissement ait acheté un système d'IA générative qui pose toute cette question. Est-ce qu'il achète ChatGPT, Mistral, Claude ou qui il veut et à partir de là, former tout le monde a du sens. Tant qu'on n'en est pas là, former tout le monde, pour moi, n'a aucun sens. Parce qu'au contraire, on a des agents qui utilisent le ChatGPT grand public, ce qui fait que la donnée part n'importe où. Et on a des vrais problèmes aujourd'hui de données, avec des données patients, au moins des noms de patients, etc., qui partent on ne sait où. Alors parfois, ils utilisent leur ChatGPT personnel sur lequel ils payent leur propre abonnement. Et c'est pour tous les métiers. Et c'est pas que médecin et cadre. Et donc, on se bat, j'ai envie de dire, c'est un peu ça avec les établissements pour dire, avant de vouloir former tout le monde, poser une stratégie avec qu'est-ce que vous achetez. Et puis après, on a les IA et on accompagne beaucoup d'établissements là-dessus qui sont des IA qui interviennent dans la prise en charge des patients. On en a beaucoup aujourd'hui en traumatologie, en radiologie, mais pas que. Et là où on a un rôle aussi des soignants d'information aux patients, etc., et où là on accompagne plutôt des collectifs de médecins et de soignants dans des pôles ou interpôles sur des GHT, sur ces questions-là, avec des vraies jolies solutions qui permettent aussi de valoriser, qui sont de remailler le territoire, de ramener de la prestation dans des zones rurales où on n'avait plus de médecins, où on faisait plus de mammographie ou d'échographie, etc. Donc, l'IA avec une vraie plus-value sur ces questions-là. Donc, et là aussi, c'est quasiment un autre pan, parce qu'il y a les IA génératives que tout le monde utilise, et puis il y a les IA dans le monde de la santé, je vais les appeler comme ça, qui sont, elles, qui demandent à former les agents et notamment les soignants, parce que une infirmière peut tout à fait accompagner un patient dans une zone rurale qui va passer un certain nombre d'examens et où la lecture se fera par de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus courant dans les établissements. Donc, IA, c'est un mot un peu fourre-tout avec un effet mode extrêmement massif sur lequel il faut qu'on arrive à bien identifier les différents besoins et en utilisant du coup des moyens assez différents. On fait de la formation-action, nous, quand on accompagne la structuration au sens juridique, gouvernance, garantie humaine de l'IA, quand on l'utilise, que ce soit sur en général sur de la donnée de santé et de l'accompagnement des équipes. Et je partage totalement l'avis, on peut tout à fait utiliser de l'e-learning quand on est sur le risque avec qu'est-ce que ça génère. Enfin, on s'est retrouvé avec des centres anticancéreux et la moitié des rapports des secrétaires médicales qui étaient sur le ChatGPT universel. Donc, le risque est grand. Donc, c'est compliqué de lutter contre l'effet mode parce qu'il y a une demande de tout le monde à savoir faire un prompt, mais l'IA limite pas à savoir faire un prompt, et en plus les gens ont envie d'apprendre à savoir faire un prompt, aussi bien pour, et il n'y a rien de vilain dans ce que je dis, mais aussi bien pour aider leurs enfants que pour préparer leurs vacances, et c'est tout à fait humain, je comprends tout à fait. À part que quand on fait ça, on a le risque de retrouver un certain nombre d'éléments de l'hôpital qui partent à peu près n'importe où. Donc, arrivons à bien serrer le besoin et le degré de maturité d'un établissement, j'ai envie de dire, parce que c'est là il me semble, la clé d'entrée pour bien choisir qu'est-ce qu'on fait en IA avec des temps là aussi différents. Finalement, j'ai donné la parole à Madame Barrière sur ce sujet, mais on voit que la sensibilisation, elle se fait vraiment sur la masse et qu'on est plutôt dans une logique de risque et de prévention, et qu'après la structuration, la stratégie, elle va se faire avec les métiers un peu plus impactés par le sujet sur des temps beaucoup plus longs, quoi. Donc c'est sûr qu'on ne va pas former tout le monde avec 1 heure sur les prompts en IA, et que ça nécessite en amont d'avoir un vrai accompagnement, un vrai conseil sur quelle stratégie et quel déploiement d'outils l'établissement doit faire avec le budget qui est associé. Il y a aussi les leviers qui vont être associés à ça. Et donc, on voit que ça va prendre plusieurs années. Madame Barrière, c'est un sujet qui, aujourd'hui, fait partie de votre plan de formation Oui. 2026? Oui, oui, la stratégie par rapport à la mise en place des logiciels en lien avec l'IA, on la rencontre au travers des formations pour les secteurs médico-techniques, pour la mammographie qui a été citée par monsieur Dumont, où effectivement on a besoin d'avoir des professionnels qui soient formés et qui peuvent, formation qui peut même se faire par l'intermédiaire de la simulation en santé. D'accord.
On va retrouver aussi, l'IA dans tout ce qui va être l'utilisation du DMP, où là, on va avoir une sensibilisation des professionnels sur les documents qui sont à déposer sur le DMP et l'accompagnement également des usagers à pouvoir accéder aussi à leur DMP et à consulter les documents qui y sont déposés. Et puis, l'IA sous toutes ses formes, que ce soit par rapport au logiciel métier pour, les personnels soignants qui vont devoir à partir, des logiciels à faire toute la traçabilité des soins, des projets de soins et pour les médecins également de toutes les observations qu'ils peuvent faire. Donc, l'IA, c'est vraiment une réflexion qui est, interne, je dirais à l'établissement et tout le numérique, oui, il y a un comité de pilotage. D'accord. Et bah, écoutez, c'est sur, cette, conclusion en tout cas, on voit que le sujet, il fait déjà partie, de votre plan et des préoccupations aussi, au niveau national et régional. Il y avait bien sûr beaucoup d'autres thématiques, on n'a pas le temps d'en parler là. Il y avait la laïcité, il y avait l'égalité hommes-femmes, les violences sexistes. Dans les formations prioritaires, on va vous envoyer, le petit tableau. Avec, du coup les modalités, préconisées et le type de public concerné. Je voulais, vous remercier, chaleureusement monsieur Dumont, madame Barrière, pour le temps que vous avez consacré, les apports, les éclairages que vous avez donnés, d'un point de vue, institutionnel, d'un point de vue aussi, territorial. On voit qu'on a pu, constater des tendances, voir le développement du numérique, voir aussi la difficulté de mobiliser, des agents sur des sessions longues et peut-être sur des formations en dehors de l'établissement et également là des sujets, qui, sont dans l'actualité certes, mais qui sont posés de façon rationnelle et pragmatique pour les prochaines années. Hem, Peut-être une formation pour conclure que vous aimeriez, qui vous tient à cœur sur la 2026, dont on n'a pas parlé, pour, conclure ce webinaire. Madame Barrière, Monsieur Dumont, une thématique comme ça, qui est peut-être un peu plus personnelle ou, que vous aimeriez voir, dans les plans de formation systématiquement? Alors, mon petit côté militant, vous avez parlé d'égalité pro, on a, nous, des projets sur beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui fonctionne bien, où toutes les équipes de soins, je crois, mais pas que, ont une vraie question, qui est celle du développement durable, puisqu'on les accompagne à travers une plateforme d'éco-conception des soins. Alors, ça n'a pas du tout la même actualité, mais la COP 30, je crois, n'a pas donné son verdict. Et l'IA est très demandée, mais c'est un sujet qui est très en adéquation avec les valeurs soignantes et qui permet très souvent, j'ai envie de dire, de redonner du sens dans des équipes. Et nous, chaque fois qu'on accompagne des équipes, on en accompagne énormément. Ça reste toujours une plus-value extraordinaire avec, j'ai envie de dire, des retombées qui vont bien au-delà du développement durable sur la QSCT, etc. OK. Effectivement, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, et qui est, prioritaire, et on l'avait mis dans le petit tableau, mais je vous remercie monsieur Dumont de l'avoir cité. Madame Barrière, un sujet, qui vous tient à cœur, Et ben, je pensais également à la qualité de vie et des conditions de travail qui sont, je d'accord. dirais, importantes, qui permettent de remotiver, les professionnels et puis de leur donner envie de rester. On va toucher à l'attractivité des établissements et là, c'est quelque chose qui est important au niveau de la stratégie managériale. Là, ce sont des sujets qu'à chaque fois la NFH, propose et est déjà impliquée sur ces thématiques donc voilà. Hem, Merci à tous les 2 en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et on aura l'occasion du coup de rediscuter de ces formations. Merci à vous. Merci. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Au Au revoir. revoir.